J'étais la première Française arrêtée pour collusion avec le FLN. Même si l'heure est parfois à la désespérance, attendu que la frime gouverne et fait sa loi, même si les années dans lesquelles on s'avance ont la couleur du triste et du chacun pour soi, même si le bonheur n'est plus une évidence, mais semble s'éloigner à chacun de nos pas, même si l'on me dit que c'est perdu d'avance, que le monde est ainsi et qu'on n'a pas le choix, je me bats. Je suis partie au Maroc juste après mon bac. J'ai passé mon bac en 55, je crois. J'avais eu une prof d'histoire qui nous avait, j'ai eu pendant 2 ans, elle nous avait vraiment sensibilisés à ce moment-là au problème colonial. La lutte, elle se situait au Maroc, par exemple, puisque le gouvernement français avait déposé le sultan, qui était Mohamed V, et qui avait été envoyé à Madagascar. Et puis au Maroc, ça remuait pas mal. J'avais lu un bouquin qui s'appelait Justice pour le Maroc, qui était d'un journaliste de témoignage chrétien, je crois, Robert Barra, je crois, oui. Et puis j'étais allée à une conférence, enfin je commençais à m'intéresser à ça. La rentrée scolaire suivante, j'étais au Maroc avec une nomination pour une année dans une école primaire franco-musulmane, voilà. Donc l'année 55-56, j'ai passé au Maroc. Là, il s'est passé plein de choses, enfin bon, je suis rentrée au bout d'un an, et au bout d'un an, je me suis inscrite en propé à Besançon, alors que j'étais pionne à Luxeuil. À Besançon, tout de suite, j'ai eu le contact avec... Il y avait un tout petit noyau, tout petit groupe d'étudiants d'Afrique noire. Enfin, il y avait notamment Abdoulaye Wade, comme on dit maintenant, nous on l'appelait Wade. Et puis quelques Tunisiens, quelques Algériens. Et comme j'avais commencé, moi, au Maroc, à apprendre un peu l'arabe, j'avais l'intention de continuer à apprendre l'arabe. Voilà. Donc, j'ai trouvé en la personne d'un étudiant tunisien un professeur d'arabe. Et puis, c'était des copains. Et là, on est en l'année scolaire 56-57. En Algérie, ben, ça commence, c'était déjà pas mal avancé, hein, le conflit. Et c'est là, pendant cette année-là, que j'ai été amenée à entrer en contact avec un responsable du FLN et à qui je transmettais des courriers pendant quelque temps d'un étudiant algérien de Besançon à lui. C'est à ce moment-là que le FLN a imposé la grève des étudiants algériens. Donc il est parti, lui, dans la clandestinité. Et puis moi, j'ai continué mon petit boulot de contact, qui après s'est transformé en, comme on dit, porteur de valises, parce que j'ai transporté des fonds de Belfort à Paris, enfin bon, des trucs comme ça. Et puis, ça n'a pas duré très longtemps, parce que je me suis fait arrêter chez moi, Belfort, parce qu'un des étudiants algériens qui était parti à Genève est revenu à Besançon. J'ai jamais bien trop su ce qui s'était passé, mais il avait un petit billet de ma part qu'il devait remettre à un Algérien qui était à Genève et qui n'était pas signé, mais ils ont dû sans doute le frapper, je sais pas quoi. Enfin, il a dit qui avait écrit ce billet. Donc à partir de là, moi j'étais cuite.
Même si maintenant c'est être en résistance et risquer d'être seul que d'élever la voix pour dire sans relâche l'incroyable arrogance des plus riches que tout, des maîtres d'ici-bas. Même si le normal c'est l'infinie souffrance des enfants décharnés aux yeux vidés sans joie, même si le correct se nomme indifférence, même s'ils parlent fort ceux qui baissent les bras, je me bats. J'avais une chambre dans une résidence étudiante à Besançon. Les flics, il y en a qui sont venus m'arrêter à Belfort, mais d'autres étaient allés perquisitionner dans ma chambre. Et ils ont fouillé dans mes affaires et ils ont trouvé des documents qui étaient importants, notamment la carte d'identité d'un Algérien, d'un responsable algérien que j'avais fait passer en Suisse parce qu'il était, à ce moment-là, il était recherché. Donc, je passe les détails, l'arrestation, les menaces, j'ai pas été trop maltraitée, un peu cognée, mais pas trop. Et puis, j'ai eu la chance que les étudiants, parce que je militais à l'AG de Besançon, et rapidement, les gars de l'AG ont su que j'étais arrêtée. Et ils ont été vigilants parce que le problème se posait de la garde à vue, si les délais légaux étaient respectés ou pas. Donc ils ont été tellement vigilants que j'ai été déférée au juge d'instruction dans des délais normaux. J'étais la première Française arrêtée pour collusion avec le FLN. Vraiment. Donc ils ont eu l'impression, les flics, qu'ils avaient mis la main sur un gros poisson. Et dès le surlendemain de mon arrestation, là j'étais toujours dans les locaux de la DST, il est arrivé des flics de Paris, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Et comme moi j'avais passé beaucoup de temps à inventer des histoires parce qu'ils avaient des documents, ils avaient des choses, il fallait que je laisse passer un certain temps pour éviter que d'autres soient arrêtés. Toujours. Donc j'avais raconté pas mal d'histoires. Et puis à certaines questions, je racontais un peu n'importe quoi. On m'a menacé à ce moment-là, et c'est là que j'ai eu très très peur, d'être transféré en Algérie. Parce que l'Algérien que j'avais fait passer en Suisse, il était recherché par le parquet d'Alger. Donc, étant sa complice, ils avaient le droit. Alors là j'avais très rien que d'y penser maintenant, j'en ai encore les poils qui se dressent sur les bras. Parce que je me disais, oulala, parce qu'ils me disaient, tu verras, les paras, ils seront bien. C'était l'époque où la torture, on savait déjà beaucoup de choses. Et je me disais, comment on fait pour sauter en bas d'un avion? Parce que je me disais, je ne veux pas arriver chez les paras entières. Alors je me disais, est-ce qu'on peut sauter en bas d'un avion? Et puis bon, ça c'était ce qui se passe dans la tête quand on est un peu stressé. Je suis d'un temps d'espoir, d'un temps de délivrance, où l'on osait rêver, et les peuples là-bas faisaient tomber leurs chaînes, et brisaient le silence, oh les jolis printemps, au parfum de lilas. Devant nous se levaient des matins d'innocence, plus jamais il n'y aurait d'humiliés de parias, plus jamais d'esclavage, et plus de violence. N'était-ce pas simplement raison? Dites-moi, je me bats. Les cotisations du FLN qui étaient ramassées partout, tu sais ce qui se fait, tout le monde. On le voit dans les films, ça. Oui. Et bien moi je partais avec mon sac d'école, là je veux dire, j'ai toujours encore. J'avais un paquet je savais même pas exactement ce qu'il y avait dedans, mais je me doutais bien que c'était ça. Et puis d'ailleurs j'avais confiance vraiment dans Sidali. Tu mesurais le risque que tu courais ou pas du tout? Ah non, mais j'étais consciente quand même. Mais je savais que je pouvais être arrêtée. D'ailleurs j'avais dit à mon frère,
euh, si je suis parce qu'il y a un truc sur lequel j'étais quand même un peu naïve, c'est que je pensais qu'ayant 21 ans, révolu, j'étais uniquement, je ne pouvais, enfin j'étais responsable complètement, pénalement. Donc ma famille, d'ailleurs quand les flics sont venus m'arrêter chez mes parents, j'ai dit ah non non, j'étais dans ma chambre en train de taper à la machine un truc pour le FLN précisément, et j'avais le tampon qui authentifiait la fédération du FLN et puis je sais plus quoi. Et quand ça a sonné, moi j'étais toujours en alerte. Et il y avait ma mère en bas, les petits étaient à l'école, moi j'étais en haut. J'ai immédiatement mis la machine à écrire sous le lit. Et puis je suis descendue. Et je me suis trouvée nez à nez avec 2 flics en civil. Ma mère arrivait par une autre porte. Et puis j'ai dit à ma mère, non, c'est pas de souci, c'est une histoire d'étudiants, tout ça. Et puis ils m'ont dit, enfin ils m'ont d'abord demandé je leur ai demandé s'ils avaient un mandat. Déjà ils ont trouvé que c'était un peu inconvenant de poser des questions comme ça. J'ai dit en tout cas ici, il n'est pas question, c'est chez mes parents, moi j'habite à Besançon. Parce que j'avais la trouille qu'ils viennent trouver ce que j'avais dans ma chambre. Et puis j'avais dans le bas aussi un paquet, voilà, que l'Algérien qui était parti en Suisse m'avait laissé en partant des trucs, je ne me rappelle plus, enfin il devait y avoir, il y avait un paquet, il y avait un pistolet, un vieux machin qui appartenait au mari d'Abbassia, qui avait fait son service militaire, lui, dans l'armée française. Et je lui avais dit, mais vous êtes complètement fou de garder des trucs comme ça, vous vous rendez compte? J'avais ramassé, parce que je me disais, si eux, c'était lui un Marocain et lui une Algérienne, s'il y avait une perquisition, ils y plongeaient, quoi. Je veux dire, bon, alors j'ai ramassé, il y avait ça. Et puis, il devait y en avoir un autre aussi, un autre pétard, mais enfin des trucs que j'avais mis dans le bas de mon armoire. Et j'avais dit à mon frère, si jamais il y a quelque chose, ça tu dois le faire disparaître. Et puis, quand mon frère, moi on m'a emmené à Besançon, parce que j'avais dit non, bon, ici c'est chez mes parents, mais c'est pas chez moi, donc vous n'avez pas le droit. Bref. Quand mon frère est rentré à la maison après sa journée de travail, il a dit à mon père, papa, il y a des trucs là dans la chambre de Francine, il faut... Donc ils sont allés, je sais plus, enterrer, je me rappelle plus maintenant, c'est trop vieux, et puis j'étais pas là, hein. Enterré ou je sais pas quoi. Bref, en tout cas, après, les flics ont arrêté mon père et mon frère, et moi j'étais déjà en prison déjà depuis 2 jours. Quand les inspecteurs m'ont fait descendre de ma cellule, et ils sont venus me dire, ben voilà, tu crânes, mais maintenant, ton père et ton frère, ils sont ici. Bon. Alors je leur ai dit, parce que je crânais quand même un peu, j'aurais dit, moi, étant donné qu'ils sont pour rien dans tout ça, je crois en la justice, voilà, donc vous pouvez rien faire contre eux. Et puis c'est vrai que quand même, ils ont moisi, je crois, 3 semaines avant que le juge d'instruction... Comment ils ont réagi, tes parents? Alors, ma mère se retrouvait toute seule avec deux petits. Hein, ma sœur étant née en 49, ça se passait en 57, 56, 56. Voilà. Et donc j'étais petit. Et mon père était fonctionnaire des douanes. Il a été immédiatement suspendu de ses fonctions. Donc, sans traitement, chez nous, il n'y avait pas beaucoup d'argent, hein, parce qu'avec le salaire de mon père, enfin, c'était la catastrophe complète, quoi. Tout ce que je n'avais pas imaginé que ça pouvait arriver. Ils t'ont soutenu? Alors, ma mère, quand elle est venue nous voir à la prison, elle est venue voir mon père, mon frère et moi. Et moi, ben, ça n'a pas été brillant. Hein. Bon, ça c'est du côté de ma mère, ça s'est arrangé quand même, on a quand même un peu longtemps un peu voulu. Mais mon père a été vraiment un soutien, vraiment.
J'ai été incarcérée. Donc tu es jugé et 3 mois après, j'ai été jugée. Ça a été un procès retentissant. Retentissant parce que c'était la première fois. Les journaux, la presse nationale, hein, il y avait d'ailleurs à Besançon, le tribunal était plein, mais à l'extérieur de Besançon, à l'extérieur du tribunal, il y avait une foule. Il y avait vraiment beaucoup de monde. qui te soutenait. Tu avais des soutiens. Oui, 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 oui. Oui, puis il y avait oui. Ah oui, mais j'oublie de dire que moi j'étais jugée avec quelqu'un que j'ai entraîné bien malgré moi dans cette affaire, qui était un pasteur de Belfort, qui avait hébergé l'Algérien avant qu'on a fait passer en Suisse ensemble. Et lui, c'est lui qui s'est livré. Alors moi, voilà, c'est ça, j'ai passé beaucoup de temps à empêcher que leur enquête, enfin que les investigations aboutissent chez le pasteur Mathieu. Et lui, il a eu l'imprudence de venir chez mes parents. Ma mère lui a dit, mais venez pas là, enfin la maison est surveillée, etc. Il est rentré, et puis évidemment, je sais pas, la demi-journée suivante, il y avait les flics qui venaient sonner à la porte du presbytère. Et il a dit, enfin moi ce qu'il m'a dit quand on s'est trouvé devant le bureau du juge d'instruction, parce que je lui ai dit qu'est-ce que vous faites là? Il m'a dit mais je leur ai dit, je suis un homme, et je suis un chrétien et nana. Bon, voilà, il s'est en somme délibérément offert à la police comme ça pour protéger sa femme qui elle était plus militante politique que lui, elle était au mouvement de la paix, enfin oui, c'était vraiment pour protéger sa femme. Donc on a été jugés à 3, le pasteur Mathieu, moi, et l'étudiant algérien qui avait le fameux billet dans sa poche avant qu'il reparte à Genève. Mais lui, c'est lui qui était à l'origine de l'arrestation. Plus ou moins directement, mais il a été condamné à 4 mois, je crois. Oui, 4 mois, je crois. Ou 3, je ne me rappelle plus. Il n'y avait rien contre lui. Sauf qu'à cette époque-là, il a fait ses mois de prison et aussitôt après, il a été embarqué dans un camp d'internement parce que les Algériens sont... Moi, avec lui, j'ai plus du tout de contact. J'ai perdu sa trace, mais enfin, je pense peut-être qu'il vit encore. Le pasteur Mathieu, il a été condamné à une peine plus lourde, peut-être 6 mois. Ouais, ça doit être 6 mois, mais il en a fait que 4, je crois. Mais moi, j'ai été condamnée à 3 ans. Mais j'ai fait la moitié, parce qu'au bout de 18 mois, normalement, comme j'étais une condamnée primaire, comme on dit dans le langage, j'avais pas d'antécédents, tout ça, mon avocat avait le droit de demander une libération conditionnelle au bout de 6 mois. Au bout de 10 mois. De quoi? De terrorisme, d'espionnage? Ah ben moi j'ai été condamnée pour atteinte à la sûreté de l'État. Hein. Ben oui. Mais j'ai eu une chance inouïe parce que à quelques mois, j'ai été condamnée en mars 57 et en 2 mois après, avril-mai, oui, en mai, j'aurais passé au tribunal militaire. Et le tribunal militaire, le minimum c'était 10 ans. Moi j'ai été condamnée en correctionnel encore. En droit commun. Ouais, en droit commun, tout à fait. Alors qu'après c'était plus le droit commun, c'était le... Voilà. Donc ma libération conditionnelle a été évidemment refusée, mais j'ai bénéficié de... je crois que c'est Geneviève Antonio de Gaulle qui a intercédé auprès de son oncle, à savoir le général. Et j'ai été libérée donc en 59, voilà, après 18 mois de prison. Mais
j'étais libérée, mais j'étais donc toujours, jusqu'à ce que je sois amnistiée en 66, je restais quand même très surveillée. Aujourd'hui, les passants, sous les néons sinistres, vont chacun dans leur bulle et pressent un peu le pas. Les voyous brassent l'or, les bornés sont ministres, et l'on met chapeau bas devant les renégats. L'époque est au commerce, l'époque est aux combines. L'homme n'est qu'un objet que la finance broie. Le futile et l'idiot remplissent les vitrines, cependant qu'au lointain ricane l'argent roi. Je me bats. Non, après ma libération, j'avais quand même interrompu mes études quand même. Donc ma première année de propé, je dis évidemment parce que j'étais pionne à Luxeuil, je faisais du boulot plus ou moins plutôt clandestin, plutôt plus que moins. Et puis j'allais en cours une fois par semaine en fac, parce que j'avais 15 jours pour aller en fac, hein, quand on est... T'as connu ça? Et puis Luxeuil-Besançon, c'était pas non plus évident. Donc j'ai raté propé, quoi. La première année, j'ai raté propé. Et quand j'ai été arrêtée, je recommençais mon année, avec la ferme intention cette fois de... Puis j'étais à ce moment-là, j'avais une bourse, je crois. J'étais à temps complet, j'allais aux cours, j'étais là, j'allais à tous les cours, etc. Bon, ça n'a pas duré longtemps, puisque j'ai été arrêtée en début décembre. Et que la rentrée se faisait en début novembre, on n'avait pas grand-chose. Mais j'ai pu continuer, ça je dois le dire parce que c'est important. J'ai été soutenue vraiment par le doyen de la fac, par les profs, tout ça. Et c'est grâce à eux que j'ai pu rester à Besançon, à la prison, qui est une prison, normalement, une maison d'arrêt, où c'est une prison dans laquelle on ne pouvait normalement que faire des peines inférieures à 1 an. Et moi qui étais condamnée à 3 ans, j'étais destinée à partir en centrale. Dans le Nord, comment elle s'appelle, la centrale pour les femmes. Là, j'avais une peur d'aller dans cette centrale. À l'appui du doyen et de l'UNEF, parce que l'UNEF c'est décarcassé, j'ai pu rester à Besançon au prétexte que l'université m'avait pas enfin je veux dire, je restais inscrite à l'université de Besançon. Donc je continuais d'étudier. Il y avait un étudiant qui venait, c'était à ce moment-là le président de l'AG, qui venait m'apporter... Qu'est-ce que tu appelles l'AG? Association Générale des Étudiants. Voilà. Et qui m'apportait les cours, qui faisait la navette. Quand j'étudiais, je faisais les devoirs, je portais, les profs me corrigeaient et tout. Et j'ai passé propé en prison. Ça, c'était quelque chose. Hein. Dans la salle d'anthropométrie où il faisait un froid de canard, et c'était pas forcément, c'était humide, désagréable. Ça. Le prof, c'était le secrétaire général de la fac de lettres, qui était venu me surveiller. C'était 3 jours d'épreuve, 3 demi-journées. Il a attrapé la crève d'ailleurs, il a attrapé une grippe. Je sais pas si c'est la grippe ou le rhume. Donc j'ai réussi mon examen, bien sûr. Si bien que quand j'ai continué, mais après j'ai eu c'était un peu compliqué, après j'ai eu des tas de problèmes de santé, notamment, puis d'autres, des problèmes, j'ai dû me bagarrer, enfin, on a dû se bagarrer pour me sauver de l'hôpital psychiatrique où l'administration pénitentiaire voulait m'envoyer pour se débarrasser de moi. Parce qu'il y avait la prison de Besançon, à cette époque-là, elle était la prison, les hommes, moi, il y avait très peu de femmes. Hein. Puis j'étais la seule prisonnière de ce genre. Mais les hommes, il y avait énormément d'Algériens. Énormément. Pendant la guerre d'Algérie, ils étaient bourrés d'Algériens. Donc, eux, ils savaient tous qui j'étais. Ils ne me connaissaient pas tous, mais ça circule. Hein. Donc, le directeur de la circonscription pénitentiaire de Dijon, lui, c'était lui, parce que le directeur de la prison, il était vraiment bien. Mais le gars de la circonscription pénitentiaire, il devait avoir une peur terrible qu'un jour,
les Algériens, enfin que ça, je sais pas quoi, Une rébellion. des troubles. Donc l'administration pénitentiaire voulait se débarrasser de moi et la possibilité pour eux c'était que je sois internée à l'hôpital psychiatrique de Saint-Hilly, c'est dans le Jura. Et le dossier était sur le bureau du préfet. Alors j'ai jamais su comment s'appelait le préfet de cette époque-là, mais je lui dois encore beaucoup de reconnaissance parce que il a pas signé le papier qui aurait fait que j'aurais moisi parce que un condamné, quelqu'un qui est condamné, qu'on envoie en hôpital psychiatrique, la durée de sa condamnation est suspendue, je veux dire, il ne sort que quand on déclare qu'il peut sortir, quoi, qu'il est guéri. Donc ça aurait duré jusqu'à la fin de la guerre. Hein. Donc voilà. Alors ça m'avait un peu... Ça a commencé en 58, voilà. Au moment où il se passait des choses en 58. Et donc alors cette période-là, j'étais un peu... ça allait pas trop bien. Quand j'ai été libérée, j'ai repris mes études, j'ai fait ma licence et puis en 62 j'avais terminé, mais je pouvais pas enseigner, ni passer de concours, ni préparer le CAPES, ni rien. Donc c'est comme ça que j'ai été embauchée par le comité d'établissement de chez Peugeot, où j'ai travaillé pendant 4 ans. Voilà. Avec mes simples mots, avec mes pauvres armes, avec les sacrifiés, les vaincus d'autrefois, tous ceux qui n'avaient rien que leur sang et leurs larmes, les mineurs, les canuts, les piou-piou, les sans-droits, avec les femmes usées, petites sœurs de misère, des bas quartiers debout où se terrent les rats, avec tous ceux d'ici qu'habite la colère, avec les méprisés et ceux qui n'oublient pas, je me bats. J'ai été amnistiée en juillet 66. J'ai été nommée au lycée de Montbéliard à la rentrée. Et puis j'y suis restée, j'ai vécu 68 à ce moment-là. Et puis après, il s'est trouvé que je me suis mariée avec un citoyen de la Confédération helvétique qui habitait à La Chaux-de-Fonds. Moi, à ce moment-là, j'étais nommée à Giromagny, c'est-à-dire au nord du territoire de Belfort. Giromagny, c'est au pied du ballon d'Alsace, c'est aussi plutôt neigeux l'hiver. La Chaux-de-Fonds, c'est très neigeux l'hiver aussi. Donc j'ai demandé, je me suis mise en disponibilité, puis à partir de 71, j'ai enseigné en Suisse pendant 20 ans, 21 ans. Donc j'ai dû faire à nouveau, il fallait que je obtienne l'équivalence. J'ai fait de l'histoire suisse à la fac de Neuchâtel, il fallait faire tout ça, quoi, bref. Et puis j'ai passé 21 ans jusqu'en 92. En 92, on a vraiment atterri à Entraigues tout à fait par hasard. Une année, justement, quand on était à ce moment-là déjà à La Chaux-de-Fonds, on était allé quelques jours. Mon mari était pâtissier, il avait donc pas beaucoup de congés, contrairement à moi qui avait au moins les vacances scolaires. Mais après Noël, il avait quelques jours. Et on était allé dans la famille à moi qui est à Digne, dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis, en repartant, on a fait un peu de tourisme. En gros, on a commencé à découvrir l'Ardèche comme ça. Puis en remontant, on est arrivé à Aubenas. Et à Aubenas, on a vu, il y avait une agence qui n'existe plus maintenant, une agence immobilière
du Champ de Mars, ça vous dit quelque chose? Alors c'était marrant parce que ça se passe au début de janvier, hein, je sais pas, le 2 peut-être de janvier. De quelle année? La 71. Et on se baladait, là, on arrivait, on reste en arrêt devant une vitrine. Il y a personne à Aubenas, un 2 janvier dans les rues, il n'y a personne. Hein, bon. Et à l'intérieur de ce bureau, là, il y avait un gars qui était assis à un grand bureau, avec sur la tête un bonnet de léopard. C'est quand même assez surprenant. Puis on était tous les deux, là, Michel et moi, puis on rigolait parce que vraiment c'était un peu... Et lui, il a senti une présence, il nous a regardés, puis il a pensé qu'on s'intéressait. Alors il est sorti, il nous a fait entrer dans son agence, et puis bon, il nous a parlé il nous a fait parler. On n'était pas vraiment, nous, des clients parce qu'on n'avait pas de sous, mais on est parti de là avec trois feuilles de bloc-notes. Sur ces 3 feuilles, il y avait une adresse de maison à vendre. Et il y en avait une à la Viole, je crois, une à la Bastide et une au Régal. Alors on est allé voir, et puis bon, comme ça, ça faisait visiter. Mais ça, visiblement, ça ne nous convenait pas de toute façon. Puis on est quand même allé au Régal, et au Régal, la maison, il faut dire, il fallait la chercher. Hein, il n'y avait pas d'accès, il y avait des ronces partout. Et puis on y est quand même allé, et c'était pas bien cher. Puis moi j'avais fait des économies, je voulais changer de 4L, donc j'avais 3 sous. Et Michel avait 3 sous aussi, enfin bon. Et voilà, on a acheté la maison du Régal. Je suis jamais allée en Algérie après, hein, jamais. Pourtant, j'ai failli y aller parce que mon frère, qui avait 2 ans de moins que moi, et qui avait été quand même un petit peu... Il a été arrêté, mais avec mon père, après mon arrestation, ça faisait toujours partie du scénario, hein, pour me faire parler. Et ils ont quand même fait, je sais pas, 3 semaines de prison avant qu'il y ait un non-lieu. Mais mon frère, à ce moment-là, n'avait pas fait son service militaire. Moi, j'avais 21 ans, il en avait 19, tu vois. Et il est parti à l'armée avec, comme tu imagines, un livret militaire qui était un peu... Bon, il a fait 1 an et demi d'armée avant d'être tué en Algérie. Il a été tué en Grande Kabylie, et mes parents n'ont jamais souhaité faire revenir son corps, donc il est enterré en Algérie. Si longtemps que j'aurai la force, qu'on le sache, de me tenir debout, de chanter, d'être là, tant qu'il me restera une once de panache, tant que dans mes veines un sang rouge coulera, je me battrai encore et toujours et sans cesse pour saluer la vie qui palpite, qui bat. Et quand je m'en irai, ce sera sans tristesse, puisque d'autres viendront qui diront après moi, je me bats, je me bats.